Donc, bienvenue tout le monde à ce webinaire, comment les institutions, les politiques, les organisations et la gouvernance ont façonné les réponses à la COVID-19. Nous avons aujourd'hui deux conférencières et je vais vous les présenter dans quelques minutes, mais d'abord, je me présente, Val Morrison, conseillère scientifique au Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, ou le CCN-PPS, et je suis ici aujourd'hui avec mon collègue Martin Renaud, à qui je vous présenterai tantôt, puisqu'il sera là pour nous aider pendant la période de questions. Et derrière les scènes avec nous, il y a aussi mes collègues Mylène Maguire et Alexandra Espinoza. Mylène et Alexandra sont là depuis le tout début en charge de la logistique, des communications, des inscriptions, etc. Donc, merci beaucoup à Mylène, à Alexandra et à Martin aussi. Et avant de commencer, on va parler de quelques détails techniques. Juste pour vous rappeler que nous allons utiliser la boîte questions et réponses, donc QR ou Q&A sur certaines versions possiblement, pour poser des questions aux conférenciers uniquement. Et la boîte de discussion ou le chat serait pour des échanges entre les participants, pour partager par exemple des références. Et vous devez sélectionner envoyer à tout le monde pour parler dans le chat. Dans cette même boîte de discussion, vous pouvez poser des questions techniques. Si vous avez un problème de son ou quelque chose qui ne va pas, Mylène sera là pour répondre à vos questions dans la boîte de discussion. Je peux vous rappeler aussi que le webinaire est enregistré et ceci inclut les échanges dans la boîte de discussion. Donc, juste, on vous demanderait de garder ça en tête en participant aux discussions s'il y a lieu. Et puis, l'enregistrement sera rendu disponible sur notre site Internet peu de temps après le webinaire. Et à la fin, nous allons mettre dans la boîte de discussion et aussi vous recevrez par courriel le formulaire d'évaluation pour le webinaire qu'on vous demandera de remplir si vous le voulez bien. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, vous connaissez probablement le Centre de collaboration national sur les politiques publiques et la santé, mais pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins, je vais juste vous rappeler notre mandat qui est de soutenir les acteurs de la santé publique dans leurs efforts pour élaborer et promouvoir les politiques publiques favorables à la santé. Nous faisons partie d'un réseau de 6 centres à travers le Canada et je crois que mes collègues vont déposer dans la boîte de discussion un peu plus d'informations sur le centre pour que vous puissiez aller voir. Avant de commencer le webinaire proprement dit, j'aimerais prendre le temps de reconnaître le territoire autochtone sur lequel se trouve notre centre et si vous le voulez, vous pouvez faire de même dans la boîte de discussion. Le CCN-PPS est situé à Montréal et nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de signature du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Et voici, nous sommes arrivés au moment des présentations. Je vais introduire les deux conférencières, une après l'autre. Elles prendront la parole et vont pouvoir se la passer entre elles. Donc, Lara Gauthier présentera en premier. Lara est professeure associée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est aussi membre associé au Centre Population et Développement en France. Avec une formation en santé publique et en sciences politiques, ses intérêts de recherche sont à l'intersection des sciences de l'implémentation, des politiques de santé et de la recherche sur les systèmes et la santé des populations migrantes.
La professeure Gauthier possède une expertise scientifique en évaluation participative des services de santé en utilisant des approches de recherche qualitative et mixte. Notre deuxième conférencière, Suzanne Usher, est formée en économie politique et en administration publique. Ses recherches s'intéressent aux études qualitatives sur les capacités de transformation des systèmes de santé, de l'évaluation de la performance des systèmes. Elle s'intéresse aussi aux politiques comparatives en santé et à la gouvernance collaborative dans les réseaux de cancérologie. Suzanne est chercheuse postdoctorale à l'Observatoire nord-américain des systèmes et politiques de santé. Je remercie Lara et Suzanne d'être ici avec nous aujourd'hui et je vous cède la parole et je vous souhaite une bonne présentation, bon webinaire. Lara. Merci beaucoup pour cette présentation, Val. Alors, je vais commencer la présentation des diapositives. Donc, comme l'a énoncé Val, on va se passer la parole, Suzanne et moi. Je vais parler en premier, ensuite je vais lui donner la parole, puis je vais reprendre la parole pour les dernières diapos. Donc la première partie va être consacrée, à la présentation du cadre conceptuel, sur les institutions, les politiques et les organisations et la gouvernance, qu'on appelle aussi en anglais IPOG, IPOG, mais je vais utiliser, à chaque fois institutions, politiques et organisations et gouvernance, pour notre auditoire en français aujourd'hui. Préciser aussi que, les premières diapos que je présente, maintenant, ont été développés pardon, par Peter Berman, qui est le chercheur principal et le concepteur original de ce cadre conceptuel. Donc, on les a traduits pour ce webinaire. Et donc, pardon, désolée, j'ai un petit problème technique, voilà. Et donc, je vais présenter encore une fois avec ma collaboratrice, collègue, Suzanne Usher. Donc, on va commencer par vous présenter vraiment quel est ce cadre. En fait, ce cadre a été pensé à l'origine pour chercher à trouver des moyens de mieux comprendre l'influence des facteurs institutionnels, politiques, organisationnels et de gouvernance sur les interventions de riposte en contexte de crise et en particulier en contexte de pandémie. Donc, à l'époque, une équipe de chercheurs donc qui était dirigée par Peter Berman avait fait une revue de littérature et avait fait ressortir que ces 4 facteurs-là étaient véritablement décisifs, en fait, dans la compréhension de la riposte, à la pandémie de COVID-19 en particulier, mais même, auparavant, c'était aussi sur d'autres crises, en lien avec la santé, des déterminants qui étaient ressortis de façon, évidente. Et donc le schéma que vous voyez qui s'affiche, devant vous, représente, ce cadre, donc avec évidemment, toujours une perspective systémique, hein. On s'inscrit dans un contexte sociétal, et donc on voit les interactions ici entre les différents facteurs, sur la gauche, avec au milieu bien sûr la gouvernance parce qu'en fait les 3 facteurs institutionnels, politiques, organisationnels sont ceux qui vont déterminer finalement la prise de décision, donc la gouvernance, en fonction des interventions, de leur temporalité et également des effets sur la santé. Donc on va aussi vous parler de ça en lien avec la COVID-19 après et puis évidemment avec des interactions aussi avec les communautés et les décideurs politiques. Mmh, j'ai un petit souci, on dirait que j'ai perdu le contrôle. Ah, ça y est, c'est revenu. Merci. Donc, voici une définition, enfin des définitions en fait un peu plus précises de chacun de ces facteurs, pour que vous ayez une idée plus pragmatique, plus concrète de ce à quoi on fait référence. Donc, pour le facteur institutionnel, en fait, ça fait référence, généralement, à des règles du jeu, qu'elles soient formelles ou informelles, à des normes aussi, des normes, y compris des normes sociales, mais qui sont souvent plus au niveau d'une société ou d'une juridiction, donc plutôt macro. Donc ça inclut les fondements juridiques, le respect des lois, le recours aux scientifiques et aux experts, la place de la science dans la société aussi, puis qu'est-ce qu'on valorise comme expertise aussi dans la société.
Donc dans la colonne de droite, vous voyez à chaque fois comment est-ce qu'on peut faire pour finalement, analyser, observer ces différents facteurs. Pour le facteur politique, on a, en fait, une analyse des acteurs politiques et de leur rôle et de leurs fonctions par rapport à la fonction publique et aux acteurs, plus techniques. Également, le rôle des élections politiques, la le contexte des élections politiques qui peut aussi, influencer, bien évidemment ce facteur en lien avec, la prise de décision. Et pour ce qui est du facteur organisationnel, là, on va avoir en fait toute l'analyse des organisations. Donc, on va faire des organigrammes, des structures dont le rôle est de générer des connaissances en santé publique et de les utiliser pour l'action publique. Donc, on va regarder la structure, donc les liens aussi d'autorité, de hiérarchie, la complexité et la fragmentation de ces organisations-là. On va pouvoir faire, par exemple, des organigraphes et c'est ce qu'on a fait pour le projet notamment. On va vous en parler plus en détail après. On a aussi, donc le facteur, gouvernance qui vient donc interagir avec tous les 3 autres, qui reflète ici le processus de prise de décision et de mise en œuvre des actions qui permettent au gouvernement d'atteindre ses objectifs. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Pourquoi en fait, c'est intéressant ce cadre-là? Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière, je dirais, originale de, faire de l'analyse des politiques publiques et ça peut inspirer, des chercheurs bien évidemment, puis je vois qu'on a beaucoup de chercheurs, ici aujourd'hui, mais aussi des décideurs. Parce que c'est censé être aussi un cadre qui soit facile à utiliser aussi pour éclairer les décideurs avant de prendre leurs décisions finalement. Donc, dans le cas présent, en fait, l'idée, c'est, de pouvoir, inspirer des nouveaux efforts de préparation et d'intervention qui tiennent compte de plusieurs questions fondamentales que font ressortir ce cadre-là, notamment où se situe l'expertise et dans quelle mesure elle est ouverte à des perspectives scientifiques diverses? Quels sont les mécanismes en place pour créer et gérer l'interface science et politique? Et comment sont conçues les relations entre le niveau central et les périphéries? Donc, dans ce contexte-là, on peut se poser la question si des nouvelles lois ou des nouvelles réglementations, des nouvelles mesures pourraient intégrer des éléments qui sont liés à la fois aux institutions, aux politiques, aux organisations et à la gouvernance. Et donc, dans ce contexte-là, c'est aussi parce qu'on se rend compte que la préparation et la réponse, à des crises ne se résument pas seulement, bien sûr, à des apports ou à des contributions qui sont formelles. Il y a évidemment des aspects informels, des normes sociales, par exemple, qui vont entrer en compte. Donc c'est important que les décideurs, en tiennent compte. Et donc, on peut se poser la question de savoir si ce cadre-là pourrait être un point de départ efficace pour des méthodes qui permettent une analyse solide et un apprentissage comparatif, par exemple pour repenser les structures organisationnelles et les processus politiques. Oups, je vais trop vite, excusez-moi. Ici, je voulais aussi, partager une diapositive de Peter Berman qui présente en fait, des ouvrages de référence sur le cadre en tant que tel, mais aussi sur sa mise en application. Il a été en fait mis en application pas seulement au Canada, dont on va vous parler aujourd'hui, mais aussi dans plusieurs autres contextes à travers le monde. Donc je vous encourage à, lire, ces, ouvrages si vous voulez en savoir plus. Et donc maintenant, on va passer à, la partie plus, pragmatique et concrète de savoir comment est-ce qu'on peut appliquer ce cadre-là à travers, différentes illustrations empiriques qui sont issues de notre projet de recherche que je vais présenter tout de suite, qui portait sur et qui porte encore, c'est pas encore complètement terminé, sur les déterminants de l'efficacité de la réponse à la COVID-19. On a fait une comparaison entre 4 provinces canadiennes, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et le Québec. OK, j'ai encore un petit voilà. Donc le je voudrais remercier, on voudrait remercier, toute l'équipe, déjà d'avoir pu recevoir, ce financement, donc de la part des instituts de recherche, en santé du Canada. On remercie évidemment les participants aux entrevues et les utilisateurs de connaissances dans les 4 provinces qui ont joué, évidemment un rôle, extrêmement important, dans la mise en œuvre de cette recherche-là. Donc aussi pour montrer et démontrer
noter que notre, travail présenté aujourd'hui est issu d'un travail collectif, donc on a vraiment été très nombreux et mobilisés, dans cette recherche-là, comme vous pouvez le constater ici, avec à la fois des chercheurs principaux et puis des professionnels de recherche et différents stagiaires. Donc la question de recherche, qui nous a mobilisés, ici, était la suivante: comment est-ce que les variations dans les politiques, les institutions et l'organisation des systèmes de santé publics ont contribué à expliquer les différentes décisions politiques prises dans chaque juridiction, concernée, donc Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Ontario et Québec, pendant la pandémie de COVID-19? Et en fait, on s'est penché précisément sur 2 champs de politique publique qui étaient la régulation des espaces publics et les programmes de dépistage. Et on a utilisé bien évidemment le cadre IPOG que vous revoyez ici. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Suzanne qui va vous présenter plus en détail comment est-ce qu'on a procédé. Merci Lara. Je vais juste prendre le contrôle. Alors, la recherche pour explorer cette question globale a été entreprise par les 4 équipes provinciales en se référant au cadre commun que Lara vous a présenté. Le projet pan-canadien déroule vraiment dans 5 étapes. Une collecte de données sur le contexte sociétal, les institutions, les politiques, organisations avec des responsabilités en santé publique, l'évolution de la pandémie et l'évolution des éléments de réponse à la pandémie. La deuxième étape était vraiment l'identification d'informateurs clés qui étaient notamment aidés par l'organigramme, l'organigraphe, comme vous voulez, qu'on avait préparé. Alors ça, c'est les informateurs qui sont définis comme étant des personnes impliquées dans la réponse à la pandémie. Des entrevues ont été menées avec eux pour explorer la perception de ces acteurs sur le processus décisionnel autour de la réponse à la pandémie. Les étapes 3 et 4, c'était vraiment l'analyse de l'influence des facteurs institutionnels, politiques, organisationnels et contextuels sur les processus décisionnels et comme quelle évolution voit-on dans les rôles et relations des acteurs de l'écosystème et avec quelle influence sur la prise de décision et la mise en œuvre des mesures de réponse, notamment le programme de dépistage et la régulation des espaces publics. Ensuite, la cinquième étape, c'est vraiment de l'exploration des résultats comparatifs pour produire des données plus généralisables et développer des recommandations pour améliorer les réponses actuelles et futures dans les provinces. 2 secondes, je vais... Non, ça n'avance pas. Alexandra, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'avance pas. Voilà, merci. Alors, au départ, chaque équipe a conçu 2 outils de référence. Un organigramme pour représenter la structure organisationnelle de la santé publique et les politiques qui la structurent, et une chronologie de la progression de la COVID-19 et des éléments de réponse. Un total de 107 entrevues a été entrepris. Les questions portaient sur les 2 éléments, le dépistage et la régulation des espaces publics. Et ça, c'est surtout durant les 2 premières années de la pandémie. On voit ici, ah oui, et, le nombre d'entrevues. Alors, ça variait un peu entre les provinces. Et la durée en Colombie-Britannique, où ils ont fait le projet pilote, il y avait 2 étapes d'entrevue. Un premier codage, non, bon, OK. Un premier codage et analyse a été effectué par chaque équipe province séparément au début, et ces analyses ont ensuite été rassemblées pour permettre l'analyse comparative des questions plus ciblées. Et on a eu beaucoup de chances de discussion entre les équipes qui a été vraiment très riche. On vous présentera maintenant quelques résultats préliminaires des études comparatives en cours. Alors, je vais essayer encore là, de... Non, Alexandra, si c'est possible d'avancer. Merci. Et la prochaine?
Alors, les études en cours se concentrent sur diverses composantes du cadre IPOG, là, IPOG. La composante institution est mise de l'avant dans une étude en cours par l'équipe en Colombie-Britannique. Elle s'intéresse à la conceptualisation diversifiée de ce que constituent les services essentiels dans la régulation des espaces publics, ainsi qu'aux expertises scientifiques ralliées pour informer ces perspectives. Une comparaison avec l'Ontario servira à identifier des facteurs qui pourraient expliquer ces différences. La composante politique est au centre d'une étude menée par l'équipe en Nouvelle-Écosse qui compare les programmes de dépistage dans les 4 provinces. Elle figure aussi dans une étude menée par l'équipe ontarienne sur les conseils scientifiques qui s'intéressent notamment aux perspectives de ce qu'est la science qui émerge dans chaque cas. Dans une autre étude, la composante organisation permet d'examiner l'évolution des rôles, responsabilités et relations des différentes organisations engagées dans la réponse à la pandémie et son impact sur les processus décisionnels. Enfin, une étude explorera les apprentissages qui pourraient orienter les changements dans la gouvernance de la santé publique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, dans cette première étude, on posait la question pourquoi ça, c'est celle en Nouvelle-Écosse, pourquoi les provinces divergent-elles autant sur leur politique de dépistage de la COVID-19? Prochaine diapo. Cette étude identifie des éléments IPOG qui auraient influencé les programmes de dépistage. Alors, au niveau institutionnel, on voit un assouplissement des normes professionnelles pour permettre des travailleurs non réglementés à effectuer des tests, ainsi qu'un élargissement des champs de pratique de certaines professions. Et ça, on voit que l'assouplissement a commencé peut-être en Nouvelle-Écosse, mais on l'a vite repris dans plusieurs provinces. Le politique aurait une influence sur la nature et la durée des programmes de dépistage. Si on pourrait peut-être mettre, bon, en tout cas, vous verrez les citations dans 2 minutes, mais je ne sais pas quelle bulle va apparaître en premier. Oui, c'est ça. Alors, dans cette citation, on voit c'était vraiment on voyait le dépistage comme moyen de rassurer la population que le gouvernement prend des mesures pour la protéger. Alors, les tests donnent des chiffres vraiment intéressants. Tu sais, nous avons distribué 1 million de tests. On avait fait 20 000 tests cette semaine. On assure la sécurité des Ontariens. On pourrait peut-être voir les autres bulles là, en ce moment. Les chiffres, ces taux de positivité disponibles grâce au programme de dépistage centralisé ont, selon certains, servi aussi à rendre acceptables les mesures de contrôle. Et on a vu ça surtout vers Noël 2021, je pense, quand on a dû fermer les choses encore une fois. Alors, le point important, c'est que la définition des priorités en matière d'objectifs de test impliquait inévitablement des facteurs institutionnels comme les normes professionnelles et politiques, et pas seulement les caractéristiques biologiques ou épidémiologiques des tests mêmes. Elle avait aussi des conséquences sur les facteurs organisationnels. En termes de capacité d'analyse des tests, on voit que d'une part, les laboratoires centralisés ou bien intégrés étaient mieux placés pour répondre aux besoins immédiats d'intensifier les tests, et d'autre part, une structure de laboratoire plus décentralisée permettait une plus grande capacité distribuée qui pouvait être sollicitée pour répondre à la demande au fil du temps. Certaines personnes interrogées ont souligné que l'abandon des structures de gouvernance régionalisées, en Nouvelle-Écosse, on a créé Nova Scotia Health et en Ontario, très récemment avant la pandémie, Ontario Health, que ce mouvement a facilité non seulement les tests, mais aussi la gestion globale de la pandémie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, quel lien avec la gouvernance? On voit dans les décisions prises autour des programmes de dépistage le défi de conjuguer un souci pour la précision technique avec une volonté de rassurer et susciter l'engagement de la population, qu'on exprime un peu dans l'activité de se faire tester. Selon un acteur,
on voit, il dit le COVID est un exemple, c'est l'engagement des citoyens mène à de meilleurs résultats politiques. L'engagement des citoyens, non seulement pour comprendre les citoyens, mais aussi pour leur permettre de s'approprier les politiques ou les programmes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah, pardon. Oui. Et les facteurs contextuels, oui. Bon. Alors, la prochaine étude l'organisationnelle avait comme question principale, elle se concentrait sur la composante organisationnelle du cadre et explore 3 questions à travers cette lentille. Comment l'autorité décisionnelle a-t-elle été exercée dans la réponse à la pandémie? Comment les conseils des experts en santé publique ont-ils été intégrés au processus décisionnel? Et comment la réponse a-t-elle été coordonnée entre les niveaux provincial et régional et adaptée aux divers secteurs et groupes populationnels? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, cette étude comparative explore la place des différentes organisations engagées dans la réponse à la pandémie et l'évolution des rôles et des relations entre elles dans chacune des 4 provinces. Puis parmi les éléments qui ressortent, on voit au niveau institutionnel, les provinces ont mobilisé les conseils d'experts de différentes manières pour informer leurs décisions. Ils se fiaient soit sur les organisations établies, on a vu ça au Québec et en Colombie-Britannique, soit sur de nouvelles organisations telles la Science Table en Ontario, bien qu'on a vu qu'il y avait des facteurs peut-être particuliers qui ont influencé cette décision, soit sur des relations informelles. Et un résultat intéressant en Nouvelle-Écosse, on disait que les acteurs politiques, universitaires et de santé publique avaient une proximité géographique et relationnelle tous à Halifax. Alors, ils pouvaient se consulter vraiment informellement. On voit aussi émerger une notion de la science qui focalise sur le virus aux dépens d'autres aspects de la santé publique et qui influe sur la capacité de certains acteurs organisationnels de se faire entendre. Selon un des acteurs, je n'ai jamais eu l'impression que le gouvernement consultait des experts en éducation, en éthique, en psychologie pour diversifier l'expertise autour de la table et considérer les différents impacts des décisions et réduire les impacts collatéraux. C'est quelque chose qu'on a entendu de plusieurs provinces. Au niveau de la politique, on a vu que peu importe l'indépendance des responsables de la santé publique dans l'organigramme de chaque province, l'impact sociétal de la pandémie rendait légitime une concentration de pouvoir décisionnel dans les mains du premier ministre. On disait, vous pouvez peut-être mettre les bulles là, qui vont paraître. Oui, merci. Oui, parfait. Et le prochain, c'est le cabinet qui prenait la décision finale de mettre en œuvre ou non les mesures de santé publique. Alors, cette légitimité constatée par les acteurs de chaque province, mais ils souhaitaient aussi une plus grande transparence sur les préoccupations prises en compte dans les décisions politiques. À cet égard, on appréciait le pouvoir accordé à la Provincial Health Officer en Colombie-Britannique de communiquer directement avec la population et sa franchise face aux incertitudes. Elle a aussi fait beaucoup d'efforts pour appréhender les besoins de divers secteurs et groupes populationnels à travers la province. Au niveau de la gouvernance, on voit la Nouvelle-Écosse afficher un engagement important à l'échelle provinciale envers les préoccupations sectorielles et communautaires. Les initiatives de recherche d'équité menées par le ministère et par Nova Scotia Health s'appuyaient sur des travaux antérieurs avec des partenaires solides et identifiables, des organisations provinciaux avec qui ils pouvaient communiquer et appréhender les besoins particuliers et les préoccupations de ces populations. L'expérience de la pandémie là-bas semble renforcer l'appréciation et la détermination de renforcer cette infrastructure. Au Québec, les directeurs régionaux de santé publique sont entrés dans la pandémie avec une capacité réduite de communiquer avec les communautés et d'identifier les besoins. Moins d'autorité pour répondre de manière indépendante aux problèmes identifiés et moins de canaux pour se faire entendre dans la prise de décision à l'échelle provinciale. En Ontario,
les bureaux régionaux de santé publique qui sont responsables de la santé publique, ils ont utilisé les relations établies avec les groupes commerciaux, industriels, communautaires pour entendre leurs défis. Ils étaient limités, par contre, dans leur capacité d'y répondre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les liens avec l'organisation. Il y a 3 aspects en lien avec la structure organisationnelle de la santé publique avant la pandémie qui auraient influencé le processus de prise de décision, les capacités des conseils experts et la coordination des mesures de contrôle et leur adaptation à diverses réalités. On voyait l'indépendance des responsables de la santé publique, plus ou moins selon le cas, la province, les relations entre les organismes consultatifs de santé publique et les décideurs, mais aussi la centralisation de la gouvernance du secteur de la santé, comme on a vu avec Nova Scotia Health et Ontario Health, mais aussi l'intégration de la santé publique dans cette structure de gouvernance. Alors, Lara, je te redonne la parole. Ouais. Merci beaucoup, Suzanne. OK. Alors, maintenant, on va passer aux 2 dernières sous-études. Donc pour préciser aussi que c'est, des diapositives qui ont été traduites, de notre collègue Sarah Aline, qui a travaillé, en tout cas pour l'étude, numéro 3 avec, conjointement avec, notre collègue Vina Sriram, en Colombie-Britannique. Donc ici, on va parler, plus, de cette étude qui compare en fait, les dispositifs de gouvernance et de régulation des espaces publics, à travers, les différentes provinces, mais avec, une focale, un peu plus précise sur, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Ici, ce qu'elles ont cherché en fait à relever, c'est la manière dont les mécanismes et les processus influencent la capacité des gouvernements à piloter le système dans son ensemble en fait, à travers notamment la collaboration et la coordination de divers prestataires et parties prenantes en vue d'atteindre les objectifs du système, en sachant que justement ces divers prestataires, ces diverses parties prenantes, ces diverses organisations pouvaient avoir des intérêts et des valeurs propres qui ne se rejoignaient pas toujours, mais qui devaient se rejoindre pour pouvoir justement atteindre les objectifs du système plus, globalement. Et elles ont donc posé la question: comment les accords de gouvernance au sein du gouvernement et entre le gouvernement et les acteurs non gouvernementaux ont contribué à expliquer les variations dans les processus politiques liés à la réglementation des espaces publics pendant la pandémie? Donc, quelques constats pour démarrer au sujet de ces mécanismes de gouvernance. C'est que, la coordination, en fait, du secteur de la santé avec, les autres secteurs, donc cette capacité à mobiliser d'autres secteurs de façon clé pour, la riposte, a été davantage formalisée en Colombie-Britannique par rapport, à l'Ontario. Il y avait notamment des mécanismes qui existaient déjà, mais il y a aussi eu de nouveaux mécanismes qui se sont mis en place, pour, faciliter cette collaboration intersectorielle en Colombie-Britannique, à travers la prise en compte explicite, en fait, des considérations qui étaient non liées à la santé dans les décisions politiques, et je vais vous donner des exemples, précis après. Mais notamment, ça s'est traduit, à travers, des, unités gouvernementales autonomes, par exemple pour la gestion des urgences, qui était responsable de la coordination interministérielle. Donc ça s'est vraiment fait, de façon concrète à ce niveau-là, et la directrice de la santé publique, donc la Provincial Health Officer, a mis sur pied aussi des comités locaux pour s'assurer que toutes les industries, donc tous les secteurs, d'activité finalement, disposaient d'un plan de sécurité contre la COVID-19. Donc on voit vraiment qu'il y a une implication, très claire là de d'autres secteurs, que la santé. En revanche, en Ontario, c'était plus de la collaboration intraministérielle, donc entre les ministères. On ne parle pas véritablement, d'intersectoriel ici, et ça s'est principalement déroulé, en fait, au sein du cabinet du premier ministre de l'Ontario, et il y avait peu de mécanismes formels finalement, donc pour soutenir l'engagement du secteur de la santé avec les autres secteurs, justement. Donc finalement, en fait, ce que cette étude révèle, c'est que les mécanismes de gouvernance collaborative entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux ont façonné véritablement les décisions. Donc cette formalisation en Colombie-Britannique, a permis de soutenir la collaboration entre les acteurs, donc avec le fait qu'il y avait des
points d'accès au gouvernement qui étaient vraiment facilités pour les acteurs non gouvernementaux et les différents secteurs. Donc, par exemple, les représentants de l'industrie pouvaient avoir accès au Provincial Health Officer et puis pouvaient justement contribuer aux décisions de cette façon-là. Euh, il y avait aussi un engagement très structuré de la part de, la Provincial Health Officer et des acteurs industriels et communautaires, notamment religieux, pour leur laisser vraiment de la place, à eux aussi, pas seulement donc aux acteurs industriels, dans, les décisions qui étaient prises. Et donc l'espace était considérable en fait pour, les acteurs, en particulier ceux de l'industrie, dans l'élaboration et la formulation des lignes directrices, ce qui a en fait conduit à, une grande confiance et un grand soutien des mesures de santé publique dans cette province-là. En Ontario, on avait des structures qui étaient limitées, pour permettre au gouvernement provincial et au ministère de la Santé spécifiquement de collaborer et de consulter, les acteurs, non gouvernementaux et on a eu ici donc un engagement, plus important avec les secteurs pardon, qui étaient pas ceux de la santé au niveau local. Donc ça s'est vraiment fait cet engagement-là plus au niveau local qu'au niveau provincial véritablement. Donc, je vais continuer sur, la dernière étude, la quatrième étude, la deuxième que je présente. Donc, au niveau ici, des mécanismes de conseil scientifique et de leur rôle dans l'information des décisions politiques liées à la COVID-19. Donc là, c'est vraiment un travail qui est mené par Sarah Alin, donc à l'université de Toronto, avec, l'intérêt en fait de mettre en lumière, comment est-ce que ces liens entre, scientifiques et politiques ont pu évoluer pendant la COVID-19, dans un contexte où on avait un besoin urgent de conseils scientifiques, évidemment, pour éclairer les réponses politiques et les mesures de santé publique. Et en fait, en faisant face à une tension assez importante entre 2 aspects, essentiels. Premièrement, que les scientifiques devaient rester indépendants de l'influence du gouvernement, tout en restant suffisamment proches des décideurs pour être pertinents et utiles et en même temps que les conseils scientifiques devaient rester ouverts à l'examen public, à la reddition de comptes et à l'évaluation par les pairs aussi, tout en garantissant que les informations gouvernementales restaient confidentielles. Donc il y avait vraiment un peu cette tension-là qui s'est maintenue au fil du temps et il y a dû avoir des compromis, dans les différentes provinces entre ces différents, pôles, pour pouvoir, bah, c'est ça, répondre à la pandémie et les approches ont été différentes, en fonction des provinces. Donc, les structures et les contraintes préexistantes ont eu un impact très clair sur les réponses politiques. En fait, ce qui a prévalu en Ontario, pourquoi est-ce qu'il y a eu la création de cette fameuse Science Table, donc cette table scientifique de l'Ontario? Eh bien, c'est parce que, en fait, en Ontario, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de capacités institutionnelles au niveau du gouvernement ou des organismes habilités par le secteur public en termes d'expertise épidémiologique et de modélisation. Et donc, la création de cette table scientifique a permis, en fait, de mettre ensemble différents chercheurs issus des écoles de santé publique de toute la province. Donc, c'était vraiment pour faire face à cette capacité limitée, en fait, que cette table, elle a été mise en place au départ. Alors qu'en fait, dans les autres provinces, ben, en fait, comme Suzanne l'a déjà un petit peu mentionné, il y avait déjà des institutions qui existaient, qui avaient cette expertise-là. Donc, il y a eu moins ce besoin de créer des tables scientifiques de ce fait-là. Dans les 4 provinces, les conseils scientifiques, de façon générale, s'appuyaient largement sur la mesure du nombre de cas et de la capacité hospitalière pour informer les décisions. Donc, il y avait en fait un partage limité des données au sein des secteurs et entre ces secteurs et ça a conduit en fait à un suivi difficile, et à aussi des déclarations des taux de transmission plus compliqués à dévoiler, et ça fait en sorte que, la portée des conseils scientifiques a été plus restreinte dans ce cadre-là. Les décideurs ont donc dû équilibrer, ces objectifs-là avec d'autres objectifs sociaux et plus au niveau sociétal et de santé en dehors des mécanismes de conseil scientifique. Donc ça a été vraiment, important à ce niveau-là.
Et puis pour terminer, en fait, sur le rôle des mécanismes consultatifs indépendants, et gouvernementaux, en fait, l'hypothèse de base, c'était que la table, scientifique en Ontario, indépendante et publique, parmi plusieurs autres, espaces qui existaient, mais qui étaient plus privés là, derrière les rideaux, aurait contribué à inspirer des mesures plus strictes. En effet, en Ontario, en fait, on a eu des mesures qui ont été particulièrement strictes et on a vu aussi une baisse du niveau d'influence à mesure que la résistance du public augmentait face à ces restrictions importantes. Et il y avait aussi une confusion qui régnait sur qui dirigeait véritablement les communications publiques en cas de crise, avec le risque que, pour les décideurs, parfois, que cette table prenne trop d'espace finalement. Alors que dans les autres provinces, donc les mécanismes internes de conseil scientifique, par exemple le CDC de la Colombie-Britannique, étaient très influents, mais en fait, ils auraient accordé plus d'importance à l'influence qu'à la transparence publique. Donc, ça a posé d'autres enjeux. Voilà, c'est tout pour les 4 sous-études, ces résultats préliminaires. On attend donc vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lara et Suzanne. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, d'ouvrir vos caméras. Là, je viens d'être plongée dans le noir et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tout le monde me voit dans le noir comme ça. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, mais euh, merci beaucoup pour ces présentations riches et intéressantes. On a, attendez une seconde, là, je me mets une lumière. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé, mais voilà, on me voit un peu mieux. Donc, je vais vous présenter donc mon collègue Martin Renaud qui est avec nous aujourd'hui pour nous aider à faire le tri des questions. Donc, on a quand même presque 20 minutes pour les questions. On a le temps. Martin, est-ce qu'il y aurait déjà une question dans la boîte QR? Et on vous rappelle à tous que vous pouvez poser vos questions directement dans la boîte QR, questions-réponses, ou encore, vous pouvez voter pour les questions qui sont déjà là, soit les questions que les membres du CCNPPS ont mis, ou d'autres questions. Comme ça, on a une petite idée des questions qui peuvent intéresser plusieurs participants. Donc, je vais demander à Martin de nous en lire une, s'il y en a une. Sinon, je vais en poser une. Oui, merci Val. Merci pour vos présentations. Oui, on a déjà quelques questions. Là, comme Val nous l'a indiqué, on a inséré des questions. Vous pouvez voter pour celle-ci, puis vous pouvez en ajouter d'autres. Donc, la première question, soit à Suzanne ou Lara, sur la base de vos recherches, quelles leçons clés les décideurs politiques devraient-ils privilégier pour se préparer à une future pandémie? Je pourrais dire 2 mots, Lara, puis là, ensuite, passer la parole pour compléter. Ben, je pense, juste pour soulever quelques points qui ont été faits durant la présentation, que euh, la notion la valeur des universitaires, des universités, des chercheurs, des experts, euh, elle a vraiment été mise en relief durant la pandémie avec les solutions de différentes parties. Et je pense qu'il y a avantage pour les décideurs politiques et les boîtes de conseils qui sont formelles, de garder ces liens très rapprochés, peut-être pas inviter tout le monde qui est expert de se joindre à l'organisation, mais de maintenir ces liens avec les universités pour pouvoir aller chercher l'expertise pointue qu'on a besoin selon la crise. Alors, ce serait une leçon. Et l'autre, c'est vraiment l'importance de tous ces canaux, de ces points d'accès, de ces canaux de communication entre les communautés, la santé publique, la santé, les décideurs, et bidirectionnel toujours pour pouvoir appréhender les préoccupations de certaines communautés et secteurs et de travailler avec eux des solutions qui sont appropriées. En Nouvelle-Écosse, on a vu vraiment, ils attribuent ça souvent à leur petite taille, petite capacité,
mais ils ont eu recours à différents secteurs. Ils ont dit, regarde, voilà les grandes balises. Pouvez-vous nous dire comment vous pouvez respecter ou minimiser les dangers de, d'infection dans votre contexte? Et ça a été approuvé par la suite par la santé publique. Alors, ce pouvoir, je pense, d'engager et communiquer toujours avec différents secteurs, ça serait un point important. Merci, Val? Suzanne. Oui, effectivement, on dit souvent que ce qui est le plus important, mais aussi le plus long à bâtir, ce sont les relations. Donc, profitons des relations qui ont pu être bâties pendant la COVID-19. Lara, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, peut-être en lien avec les résultats aussi qu'on a présentés, puis les premières diapos là, sur à quoi sert ce cadre aussi, mais je pense que Suzanne a dit beaucoup de choses qui étaient en lien avec ça aussi, mais je pense que ce que je pourrais rajouter, c'est que la capacité, puis ça va aussi répondre à une des questions qui vient d'être posée là, la capacité aussi à être transparent sur comment les décisions sont prises et pourquoi elles sont prises. Je pense que ça a été quelque chose qui a été bien apprécié, par exemple, en Colombie-Britannique et peut-être aussi un petit peu dans une moindre mesure, mais aussi le cas en Nouvelle-Écosse. Et je pense que ça, c'est vraiment des leçons importantes. Là, on a quelqu'un qui dit à Québec que le gouvernement n'a jamais fait de bilan post-pandémie. Bah, c'est sûr que encourager les décideurs à faire ce retour-là de façon transparente, encore une fois, dans une approche de reddition de comptes, de rendre des comptes à la population sur les décisions qui sont prises. C'est sûr que c'est toujours quelque chose qui peut être encouragé. Puis on espère que les recherches qu'on a pu produire peuvent aider bah, c'est ça, susciter, à encourager les décideurs à prendre des décisions plus de façon, davantage de façon transparente. Donc c'est ça que je pourrais rajouter par rapport à ce que Suzanne a dit. OK, merci beaucoup. Et déjà, avec vos recherches, je pense, au pluriel, les différents aspects nous donnent beaucoup d'informations déjà à se rappeler. Je suis encore plongée dans le noir. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Il y a de la lumière. Ça doit être quelque chose avec ma caméra, mais on fera ça comme si j'étais à la radio. Donc, Martin, est-ce que tu peux nous lire une autre question s'il y en a une? Puis je vais essayer de Oui, fermer, ouvrir, je ne sais pas trop là. écoute, on devine que tu es là, Val, quand même. Donc, la prochaine question est en lien avec le rôle des médias. Donc, quel était le rôle et l'influence des médias, positivement et négativement, dans la transmission des informations des sources liées au cadre que vous avez présenté? Je sais pas, Suzanne, si tu veux y aller. Moi, j'ai quelques contenus là-dessus, mais Non, non, vas-y. vas-y, vas-y. Ouais, j'ai pas eu le temps de développer, mais quand je parlais du rôle du conseil scientifique, hem, c'était intéressant, en fait, parce que dans la bah, c'est ça, dans la sphère médiatique, il y avait des chercheurs qui pouvaient prendre beaucoup de place, par exemple. Donc ça a pu avoir de l'influence potentiellement aussi, en réaction à ça, les gouvernements ont pu prendre position. Mais même plus largement, par exemple, dans le contexte de la mobilisation de différents, secteurs dans les prises de décision en lien avec la régulation des espaces publics, en fait, les acteurs, des industries en particulier, l'ont fait beaucoup à travers les médias. Quand ils n'étaient pas d'accord avec des décisions qui étaient prises par les différents gouvernements dans les différentes provinces, en fait, cette influence-là de ces acteurs-là, elle s'est faite plus de façon implicite dans les provinces qui leur donnaient moins la voix que dans d'autres provinces où ces acteurs-là, donc notamment les acteurs industriels, pouvaient avoir davantage de prise en considération dans l'espace de décision. Notamment, j'ai beaucoup parlé de la Colombie-Britannique. Donc les médias, ça a aussi vraiment été un véhicule d'influence très clair là, de ces différents acteurs qui n'étaient pas dans le secteur de la santé, par exemple. J'ajouterais juste peut-être que la notion de transparence, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes durant la pandémie. Et je pense que les médias
ont eu peut-être plus de pouvoir, c'est une théorie, une hypothèse là, pour dire qu'ils ont eu plus de pouvoir dans ce sens-là si les incertitudes n'étaient pas clairement énoncées par les décideurs politiques, ceux qui prenaient la parole pour orienter la réponse à la pandémie. Super intéressant. Martin, je te laisse y aller. Oui, oui. Donc, j'invite encore des gens à voter puis à ajouter des questions. Là. Il y en a des gens, il y en a plusieurs, mais si vous votez, ça va nous faciliter la tâche. Donc, une question sur l'utilisation de votre cadre. Donc, comment le cadre IPOG peut-il être utile pour répondre à d'autres enjeux ou crises de santé publique? C'est vraiment une bonne question. On espère qu'il n'y en aura pas trop des nouvelles crises de santé publique, mais il y en a eu depuis, hein, il y a encore la crise, liée aux opioïdes, d'après moi, c'est vraiment un cadre qu'on peut mobiliser, dans n'importe quel contexte de crise, en santé publique. Ça a pas besoin d'être, une pandémie, spécifique, et dans la mesure où ça mobilise en fait, différents acteurs de gouvernement et ça mène à des politiques publiques qui vont, avoir des effets directement sur différents acteurs et sur la population, en particulier. Donc c'est vraiment, un cadre qui se veut assez large et applicable dans, c'est ça, dans ce type de situation. Je sais pas Suzanne si tu veux répondre, davantage? Ben, je voulais juste, peut-être je vais le mettre dans le chat, là, mais je trouve que le papier publié, c'est Peter Berman, mais avec d'autres auteurs, c'est Brubaker, ça a paru en 2022 dans Health Research Policy Systems. Et là, parce qu'on n'a pas vraiment, tu sais, un cahier de charge pour faire ce genre d'études, mais cette étude-là qui était vraiment à la base qui a précédé les travaux de recherche comparatifs, mais je pense que ça donne une bonne impression parce que l'effort de faire l'organigramme sur n'importe quel sujet qui nous intéresse, alors on est dans la santé publique maintenant, vers la pandémie, alors qui sont les acteurs qui ont été influents là-dedans, la progression des décisions et ensuite de voir un peu comment les facteurs institutionnels, politiques, organisationnels de gouvernance se jouent là-dedans. Alors, je vous encouragerais à regarder ce papier-là pour avoir un peu les bases de, tu sais, le step by step de ce genre d'études qui pourrait être appliqué à d'autres défis. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Et en fait, si vous l'avez de disponible, le mettre dans le chat, Ouais, c'est une ouais. bonne idée. C'est sûr que nous, au CCNPPS, comme les politiques publiques, c'est notre sujet d'intérêt, et on reçoit souvent des questions sur des outils qui pourraient être utilisés pour influencer les politiques, pour comprendre comment les politiques influent sur la santé. Et là, je me rappelle pas laquelle des deux a dit, je pense que c'est Lara parce que c'était pendant la présentation du cadre, mais vous avez décrit le cadre comme, je crois, relativement simple ou facile à utiliser. Je me suis assise tout droit parce que c'est souvent ce qu'on nous demande. Est-ce qu'on peut trouver des outils qui nous aident vraiment à faire de l'analyse politique, à comprendre les politiques? Mais donc, ma question est un peu à deux voix. Est-ce que c'est limité? Je crois que non. Mais est-ce que c'est limité aux crises sanitaires? Parce qu'il me semble que ces cadres-là pourraient être utilisés pour un enjeu de santé publique autre qu'en temps de crise, quelque chose, un enjeu de santé publique en temps normal, si on veut. Et puis l'autre volet, c'est peut-être que vous pouvez me dire avec le papier que Suzanne a mentionné, mais d'autres façons de vos idées sur l'adaptabilité du cadre pour les acteurs de santé publique qui sont notre public cible. Est-ce que vous croyez que c'est une approche qui peut s'adapter pour aider les gens sur le terrain à différents niveaux dans les organisations à comprendre un enjeu particulier qui les intéresse et surtout le rôle euh, des, des quatre aspects, les institutions, les politiques, organisations et gouvernance, dans cet enjeu-là?
Je sais que c'est non seulement une question compliquée, mais 2 questions compliquées en une, mais si vous avez des idées là-dessus, on apprécierait. Pour répondre à la première question, Val, en fait, ce cadre-là, c'est aussi censé être mobilisé dans le contexte de méthode mixte. Donc, il faut quand même avoir accès à des données en lien avec les décisions qui sont prises. Donc, c'est pour ça que le contexte de crise s'y prête bien parce qu'en général, on a des décisions, puis on a des données sur la mortalité, par exemple, liée au COVID-19. Donc, c'est plus facile de faire des liens dans ce contexte-là. Donc, c'est pour ça que le cadre au départ mentionne vraiment bien qu'il faut avoir les résultats de santé, en fait. Donc, c'est dans cette idée-là que je disais que ça s'appliquait bien aux crises. Après, je pense que ça peut dépendre aussi des contextes et de différents paramètres. Jusqu'à date, je pense qu'il a été appliqué seulement dans le contexte de la COVID-19. Il y avait de quoi faire, on s'entend. Mais je serais curieuse de voir si d'autres seraient intéressés à l'utiliser voilà, dans le contexte de maladies chroniques, par exemple, ou d'autres enjeux de santé qui sont plus comme transversaux et pas ponctuels, comme en fait, on a encore la COVID maintenant, là, mais disons que la crise, elle est passée. Donc, c'est ça. Je serais curieuse de savoir. Je ne sais pas, Suzanne, si tu as si t'as des idées par rapport à ça. Oui, je vois il y a des complexités comme toute analyse de pourquoi les choses se passent d'une façon dans un endroit, mais je pense que surtout pour les études, ben celui que j'ai mis dans le chat, c'est une juridiction. Alors, c'est de voir vraiment à l'intérieur. Euh, C'était le fun de l'utiliser dans un contexte comparatif parce que c'est une façon de cumuler un peu les mêmes ou des données comparables pour différentes, puis de voir en quoi l'organisation différente dans différentes provinces amène à des différences dans le processus de prise de décision, pareil que les institutions ou autres. Alors, ouais, mais ouais, alors, peut-être simple, Lara, c'est un peu exagéré. Je sais Ouais, pas. ben ça, c'était les termes de Peter, hein. Oui, oui, non, non, mais Peter, il a ça dans la tête. Oui, oui. Ouais, mais je pense, le webinaire, c'était aussi une façon de le traduire un peu en termes simples avec nos tableaux synthétiques, là. Mais je pense que ça pourrait être une piste, tu sais, de réflexion là, pour notre équipe de recherche, si véritablement l'objectif, c'est d'en faire un outil accessible, justement, puis simplifié. Peut-être qu'on pourrait en discuter, Suzanne, avec Peter, pour savoir si c'est quelque chose qui serait envisageable à partir de ce qu'on a déjà commencé à faire là justement pour ce webinaire. Moi, je pense que ça serait intéressant de voir vraiment comment se transcrivent chacun de ces facteurs et puis leur illustration avec des extraits d'entrevues, puis en lien aussi avec nos données quantitatives. Donc, je pense que ça pourrait être une idée qu'on pourrait soumettre à discussion pour l'équipe qui est dirigée par Peter Berman. Ça serait super intéressant. Je pense que je peux dire sans me tromper qu'il y aurait de l'intérêt. Il y a toujours de l'intérêt et c'est particulièrement pour les liens entre politique publique, instances de gouvernement, etc., et la santé publique, ça manque. Nous manque des outils pour comprendre un peu les portraits. Et c'est une des fonctions du centre d'essayer de combler, d'aider à combler à ce besoin-là. Donc, c'est sûr que nous, on serait preneurs de ce genre d'outils. Je pense qu'on a le temps pour une dernière Une question, dernière question. Martin. Oui, il y a une question sur les données précises que vous avez colligées. Donc, on demande si vous avez si les données colligées peuvent permettre d'étudier l'influence des différences entre les provinces dans la gestion de la pandémie sur les décisions. Donc, dans le fond, la question, c'est est-ce que vous avez été capable de voir s'il y avait une influence sur ce qu'une province faisait sur une autre à l'intérieur de votre cadre? Ah, c'est intéressant ça. Je pense qu'on n'a pas nécessairement regardé ça de façon précise, l'influence de décisions
qui était comme émulé d'une province à l'autre. Ben, c'est certain qu'en plus, ça dépendait des contextes, là. Je pense que, par exemple, le Québec se tournait plus vers l'Europe pour l'influence, en tout cas l'émulation politique par rapport aux provinces anglophones. Mais je ne sais pas, Suzanne, si tu as des éléments là-dessus. Ben, ce qu'on a trouvé dans les entretiens, c'est plutôt quelque chose de rétrospectif. Alors, c'était comme Mhm. admiration ou dénigration de ce qu'une autre province aurait fait. Alors, on a vu ça. C'est intéressant, les perspectives sur l'utilisation des experts conseils. Alors, quand on regarde le Science Table qui a pris beaucoup de place, tu sais, alors c'était vraiment très prédominant, mais pour les autres, tu sais, au Québec, en Colombie-Britannique, on disait, bon, ben, au moins c'était organisé, c'était une façon organisée d'avoir les universitaires, les experts universitaires impliqués dans ce genre de conseil, tandis que dans leur province, ils voyaient que le choix des experts ou il y en a un qui a été sollicité puis pas l'autre ou il y avait en tout cas alors on voyait un peu l'admiration ou des idées pour le futur là, qui ressortaient mais pas des est-ce que nous on a fait ça parce que l'autre l'avait fait pas vraiment pas vraiment. Ouais, non. Intéressant, merci. Et déjà, il est rendu 15 heures, donc on est à la fin du webinaire. Je vais vous demander, il va y avoir le formulaire d'évaluation qui serait mis dans la boîte de discussion. Je vais demander aux participants de prendre le temps, s'il vous plaît, de le remplir. Ça nous aide à améliorer les types, le contenu, de voir l'intérêt de notre public pour les sujets des webinaires. Et je vais commencer par remercier l'équipe du CCNPPS, Mylène, Alexandra, Martin, et aux participants de s'être joints à nous par cette journée, en tout cas pour ceux et celles qui sont au Québec ou au centre du Canada. Une belle journée de tempête. Je pense que Laura a essayé de nous rafraîchir les idées avec la plage derrière elle. Mais prudence, tout le monde, sur les routes, si vous devez prendre la voiture aujourd'hui ou même les transports en commun. Mais je vais remercier surtout Lara et Suzanne d'avoir été là, de partager vos recherches et puis ces trouvailles qui sont vraiment intéressantes et quelque chose qu'on va continuer de suivre avec intérêt. Donc, merci à tous et bonne fin d'après-midi.